Comment? Pardonnez-moi, je pensais à autre chose. Je vous reverrai demain, sans doute. Demain, oui, c'est cela. Non, non, je ne puis rester. D'ailleurs, je suis appelé en consultation par l'ours brun que vous voyez là-bas. Un honnête homme, à coup sûr, que la police brime vilainement et par pure perversité. Vous estimez qu'il a une tête de tueur? Soyez sûr que c'est la tête de l'emploi. Il cambriole aussi bien. Et vous serez surpris d'apprendre que cet homme des cavernes est spécialisé dans le trafic des tableaux. En Hollande, tout le monde est spécialiste en peinture et en tulipes. Celui-ci, avec ses airs modestes, est l'auteur du plus célèbre des vols de tableaux. Lequel? Je vous le dirai peut-être. Ne vous étonnez pas de ma science. Bien que je sois juge pénitent, j'ai ici un violon d'Ingres, je suis le conseiller juridique de ces braves gens. J'ai étudié les lois du pays et je me suis fait une clientèle dans ce quartier où l'on n'exige pas vos diplômes. Ça n'était pas facile, mais j'inspire confiance, n'est-ce pas? J'ai un beau rire franc, ma poignée de main est énergique. Ce sont là des atouts. Tiens, la pluie a cessé. Ayez la bonté de me raccompagner chez moi, je suis fatigué. Étrangement, non d'avoir parlé, mais à la seule idée de ce qu'il me faut encore dire. Allons, quelques mots suffiront pour retracer ma découverte essentielle. Pourquoi en dire plus, d'ailleurs? Pour que la statue soit nue, les beaux discours doivent s'envoler. Voici. Cette nuit-là, en novembre, 2 ou 3 ans avant le soir où je crus entendre rire dans mon dos, je regagnais la rive gauche et mon domicile par le pont Royal. Il était 1 heure après minuit, une petite pluie tombait, une bruine plutôt, qui dispersait les rares passants. Je venais de quitter une amie qui, sûrement, dormait déjà. J'étais heureux de cette marche, un peu engourdi, le corps calmé, irrigué par un sang doux comme la pluie qui tombait. Sur le pont, je passais derrière une forme penchée sur le parapet et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguais une mince jeune femme habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible. Mais je poursuivis ma route après une hésitation. Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel où je demeurais. J'avais déjà parcouru une 50aine de mètres à peu près lorsque j'entendis le bruit qui, malgré la distance, me parut formidable dans le silence nocturne d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner. Presque aussitôt, j'entendis un cri, plusieurs fois répété, qui descendait lui aussi le fleuve, puis s'éteignit brusquement. Le silence qui suivit, dans la nuit soudain figée, me parut interminable. Je voulus courir et je ne bougeais pas. Je tremblais, je crois, de froid et de saisissement. Je me disais qu'il fallait faire vite et je sentais une faiblesse irrésistible envahir mon corps. J'ai oublié ce que j'ai pensé alors. Trop tard, trop loin, ou quelque chose de ce genre. J'écoutais toujours, immobile, puis à petits pas sous la pluie, je m'éloignais. Je ne prévins personne. Ce qui est ambigu et compliqué dans l'œuvre de La Chute, c'est qu'il n'y a pas que la critique de Sartre qui apparaît, il y a aussi une certaine autocritique de Camus. Et on trouve en fait dans ce personnage de Clamence
à la fois une critique de Sartre, à la fois une autocritique de Camus, au point où en fait on ne sait pas finalement qui parle, on ne sait pas si c'est Camus qui parle de soi à travers son personnage, si c'est Camus qui parle de Sartre, en fait tout se mélange. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je vous avouerai ma fatigue. Je perds le fil de mes discours. Je n'ai plus cette clarté d'esprit à laquelle mes amis se plaisaient à rendre hommage. Je dis mes amis d'ailleurs pour le principe. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai que des complices. En revanche, leur nombre a augmenté. Ils sont le genre humain. Et dans le genre humain, vous, le premier. Celui qui est là est toujours le premier. Comment je sais que je n'ai pas d'amis? C'est très simple. Je l'ai découvert le jour où j'ai pensé à me tuer pour leur jouer une bonne farce, pour les punir, en quelque sorte. Mais punir qui? Quelques-uns seraient surpris, personne ne se sentirait puni. J'ai compris que je n'avais pas d'amis. Du reste, même si j'en avais eu, je n'en serais pas plus avancé. Si j'avais pu me suicider et voir ensuite leur tête, alors oui, le jeu en valait la chandelle. Mais la terre est obscure, cher ami. Le bois épais, opaque, le linceul. Les yeux de l'âme, oui, sans doute. S'il y a une âme. Et si elle a des yeux. Mais voilà, on n'est pas sûr. On n'est jamais sûr. Sinon, il y aurait une issue. On pourrait enfin se faire prendre au sérieux. Les hommes ne sont convaincus de vos raisons, de votre sincérité et de la gravité de vos peines que par votre mort. Tant que vous êtes en vie, votre cas est douteux. Vous n'avez droit qu'à leur scepticisme. Il y a une réflexion sur soi, évidemment, sur sa quête d'amour, on sait que pour elle, les femmes, il y avait toujours un besoin d'amour, etc. Mais il y a aussi toute une critique en fait de Sartre et de cette médiatisation, on pourrait dire aujourd'hui, où Sartre était quand même un personnage qui attirait énormément les foules, qui était adulé, qui était aimé de tout le monde, alors que Camus, au contraire, évitait ce milieu-là, évitait tout ce qui était les milieux parisiens, intellectuels, les foules, les remerciements. Camus n'aime pas Paris. C'est une ville trop grande, c'est une ville snob, et c'est une ville du Nord. Donc Camus ne se sent pas à l'aise à Paris. Il le dit dans son œuvre, dans ses confidences, etc. Bon, donc le personnage fuit une ville où il a été une personnalité influente. Et Camus va fuir Paris, puisqu'à la fin de sa vie, il s'installe à Lourmarin, une ville de Provence qui pour lui évoque les paysages de l'Algérie.